France Inter, le 18-20. Déjà 3 mois de conflit, 8 journées de mobilisation et de manifestations nationales, des grèves qui s'amplifient avec cette semaine une belle pagaille en vue dans les transports en commun et toujours pas de lueur au bout du tunnel. Alors comment sort-on de cet interminable bras de fer sur la loi travail ? Qui doit faire le premier pas, le gouvernement ou bien les syndicats ? Manuel Valls a en personne décroché son téléphone ce week-end pour appeler Philippe Martinez, mais on ne sait rien de la discussion et du coup chacun garde la même posture. Pas question de céder à la rue ni aux surenchères de la CGT et de FO, dit Matignon, mais pas question d'arrêter les blocages sans réécriture du texte à minima, répondent les syndicats. La porte de sortie est donc peut-être là, ne pas totalement abandonner la réforme, mais revoir une fois encore la copie, ce fameux article 2 de la loi El Khomri qui cristallise les mécontentements en donnant la primauté à l'entreprise sur la branche. Cela suffira-t-il ? Est-ce la seule solution pour en sortir ? On en débat ce soir jusqu'à 20h. Michael Thébault, le téléphone sonne. Et comme toujours, 3 moyens de vous exprimer par téléphone au 01 45 24 7000, sur internet franceinter.fr et sur Twitter, #Telson. Et tout de suite, une première question au standard, c'est Christophe qui nous appelle de Poitiers. Soyez le bienvenu Christophe, bonsoir, on vous écoute. Oui, bonsoir. Tout d'abord, c'était pour m'interroger sur la campagne de presse que je trouve assez dure à l'encontre de la CGT, qui est quand même dans son rôle en organisant une sorte de protestation. Elle fait peut-être des maladresses, mais néanmoins, elle est dans son rôle. Et le gouvernement, lui, dans une attitude plutôt assez rigide. Et je me demande si ce n'est pas parce que, justement, François Hollande veut se représenter aux élections présidentielles qu'il y a cette attitude. Alors la solution serait peut-être qu'il ne se représente pas, qu'il négocie des points, que Manuel Valls, par réaction, démissionne et que Manuel Valls se présente à la place de François Hollande. Comme ça, à la limite, tout le monde serait content. Mais je trouve véritablement qu'il y a une position rigide qui a été adoptée dès le départ avec la menace du 49.3 qui était prévue d'entrée, et qui ne laissait déjà d'emblée aucune porte à une possible renégociation ou des ajouts. Alors on peut très bien dire qu'il y a eu déjà des aménagements, des choses qui ont été modifiées, mais c'est des choses qui sont à la limite mineures par rapport aux articles qui restent et qui, eux, remettent en question des choses assez importantes. Voilà. Et bien sûr, cette analyse, Christophe de Poitiers, et sur vos idées pour sortir de la crise, 2 personnes pour commenter et pour répondre. Olivier Faure, bonsoir. Bonsoir. Député socialiste de Seine-et-Marne et vice-président du groupe PS à l'Assemblée nationale. Et Pascal Pavageau, numéro 2 de Force ouvrière, plus précisément secrétaire confédéral chargé de l'économie à FO. Bonsoir également. Bonsoir. Alors, qui veut répondre à la question de Christophe ? D'abord, la CGT dans son rôle, le gouvernement trop rigide parce que présidentiel. Olivier Faure. Bon, d'abord, l'argument présidentiel, il ne tient pas parce que quand on a un projet qui est aussi mal entendu, mal compris par les Français, dans ces cas-là, si on était sur un argument qui était purement électoral, on le retire. Mais alors moi, j'aimerais savoir qui est le plus rigide entre François Hollande qui cherche à faire avancer son pays et ceux qui refusent de négocier et sont simplement sur une exigence de retrait. Moi, je comprends très bien qu'on puisse vouloir négocier et que sur un texte comme celui-là... Peut-être pas forcément de retrait, ça on le verra au fil de l'émission. Pour l'instant, jusqu'ici, je n'ai entendu... de la part de M. Martinez, dont il était question à l'instant, qu'une volonté de retrait, c'était même son entrée en matière. Donc si il en venait à changer de position et à considérer que le dialogue est possible, moi je le souhaite. Pascal Pavageau, donc pas la CGT, Force ouvrière, vous représentez FO ce soir. Que répondez-vous à Christophe ? D'abord, la légitimité de l'ensemble des 7 organisations, puisqu'il y a Force ouvrière, il y a la CGT dont on vient de parler, mais il y en a d'autres qui combattent ce texte et son contenu depuis le début. Cette légitimité, elle est basée sur du fond, que nous avons exprimé à maintes reprises au niveau du gouvernement, mais ensuite au niveau également des parlementaires, on y reviendra sans doute. Alors, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que ce texte, en l'état, il est, entre guillemets, multiminoritaire. On a l'épisode parlementaire ou politique du 49.3. On a quand même à l'époque, souvenez-vous au démarrage, 1 300 000 personnes qui s'expriment de manière un peu originale par une pétition, mais pour dire surtout pas le contenu de ce texte. On continue
d'avoir une opinion publique qui, malgré les blocages et malgré les contraintes que ça génère, dit grosso modo à 40% il faut retirer le texte et dit à 40% il faut de toute façon largement le faire évoluer. Donc on continue d'avoir une position majoritaire dans l'opinion publique malgré les situations de contraintes et de blocage. Et enfin, sur les interlocuteurs sociaux, nous constatons à Force ouvrière qu'on a quand même 2 organisations patronales qui considèrent que le texte, notamment le fameux article 2 sur celui qui renvoie toute la négociation à l'échelle de l'entreprise, pose problème et doit être, et donc demandant à favoriser la branche. On a quand même l'UPA et la CGPME qui sont plutôt sur cette ligne-là, en tous les cas, de réécriture de cet article 2. Et finalement, on n'a guère plus que la CFDT qui demande à ce que le texte, dans son intégralité, passe. Et puis le président du MEDEF qui, au-delà de ses sorties complètement caricaturales à traiter des organisations syndicales et des salariés de terroristes, ferait bien de réfléchir à 2 fois avant de s'exprimer de la sorte, et qui prend des postures qui sont d'ailleurs des postures peut-être même de temps en temps un peu politiciennes. Olivier Faure. Oui, non, simplement sur ce texte qui serait multiminoritaire. Moi, je ne vais pas rigoter. C'est vrai que ce texte n'était pas majoritaire à l'Assemblée, et dans les sondages, qui sont ce qu'ils sont, ils ne donnent pas le sentiment d'être approuvés par une majorité de Français. Mais je m'interroge malgré tout sur ce qui est majoritaire dans ce pays, parce que c'est vrai que ce texte-là n'a pas trouvé de majorité à l'Assemblée en première lecture, mais il n'y avait pas de majorité alternative pour porter autre chose. Et c'est toute la difficulté, c'est que nous avons une majorité qui est relative, avec des expressions qui s'opposent, un front du refus, avec des gens qui s'y opposent sur des raisons très différentes, entre ce que porte Force ouvrière, la CGT ou d'autres, et ce que porte la droite. On est sur des oppositions qui n'ont rien à voir. Et donc, il n'y a pas aujourd'hui d'alternative qui soit aujourd'hui à disposition et qui permette d'avancer. Or, ce pays a besoin d'avancer. Voilà. Sur l'article 2, on y reviendra, donc je ne vais pas être plus long maintenant. Mais c'est un débat de fond qu'il faudrait avoir et ne pas rester sur des slogans, parce qu'on parle beaucoup de l'inversion de la hiérarchie des normes. La vérité, c'est que cette hiérarchie des normes, le principe de faveur, ce sont des principes qui ont été inventés à des moments où on pouvait, dans une entreprise, signer un accord avec une organisation éventuellement ultra minoritaire. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes passés à 30%, c'est le droit actuel, pour signer un accord réputé majoritaire. Et demain, si la loi travail était adoptée, ce sera à 50%. Et donc, on est sur des verrous qui ont été fixés et qui permettent donc de tenir compte davantage de la place des salariés dans l'entreprise et de créer de véritables dynamiques syndicales dans les entreprises et de renforcer le dialogue social. Enfin, la question qu'on se pose ce soir, Olivier Faure, et je vous la pose directement en tant que député, vice-président du groupe PS socialiste, du groupe PS à l'Assemblée, est-ce qu'il faut réécrire cet article 2 ? Est-ce que c'est ça la porte de sortie ? Mais écoutez, en première lecture, il y a eu une proposition faite par le rapporteur et qui suggérait une forme de veto des branches avant même que... Je suis désolé, on va être un peu technique, mais la question, c'est effectivement, il y a des gens qui disent, la CFDT, le gouvernement, il faut négocier au plus près des réalités de l'entreprise. Et donc, l'entreprise, c'est la meilleure façon parce que la branche, c'est national, c'est loin. Et donc, il faut favoriser cette discussion-là. Et puis, il y a des gens qui disent... s'opposant à ce texte, mais attention, parce que si on négocie entreprise par entreprise, le risque c'est qu'on ait une foule d'accords d'entreprises qui crée du dumping, en fait, de la concurrence entre les différentes entreprises. Alors comment est-ce qu'on sort de ce dilemme entre à la fois donc la volonté de négocier au plus près et en même temps de ne pas casser des logiques d'ensemble, des logiques de secteur? Eh bien, la seule façon d'y parvenir, c'est certainement, effectivement, à la fois d'autoriser ces négociations d'entreprise et en même temps de faire en sorte que le contrôle qui s'exerce soit un contrôle qui soit un contrôle a posteriori, en fait, alors, je suis compliqué, mais en tout cas... Mais là, on n'est déjà plus dans la dernière mouture du texte, Pascal Pavageau. Mais... Attendez, Pascal Pavageau. Je laisse répondre, mais après, je reviendrai sur le fond aussi. L'état actuel du droit n'interdit absolument pas la négociation d'entreprise. Au contraire, on est sur une négociation d'entreprise aujourd'hui en France qui est très dynamique, parce que de l'ordre de 80 à 85% des accords dans les entreprises sont signés par les organisations syndicales qui sont dans ces entreprises. Pourquoi justement cette dynamique de signature et de négociation dans l'entreprise est-elle permise en France? Justement parce que la branche professionnelle, c'est-à-dire le cadre national, le cadre métier au niveau national, permet de donner des droits
minimum, les plus élevés possibles en égalité de droit, soit à l'échelle de la branche, mais également avec d'autres textes encore plus nationaux, comme par exemple la loi, d'élever le plancher du niveau de la négociation de l'entreprise. En gros, pour me faire comprendre, eh bien, si la loi dit on va monter ce minimum à 5, la branche peut essayer de le monter à 7, 8 ou 9, et ensuite dans l'entreprise, on ne commencera à négocier pour l'intérêt des salariés qu'à partir de ce minimum de 7, 8 ou 9. C'est la théorie. Donc ça permet aujourd'hui, ça c'est quand même fondamental, tous les pays qui ont mis en place des lois type loi travail dont nous débattons ici, c'est-à-dire qui ont tenté de renvoyer la quasi-intégralité de la négociation uniquement sur l'entreprise, ont eu une chute du nombre de salariés protégés, soit par des conventions collectives, soit par des statuts, mais aussi et surtout ont eu une chute d'accords d'entreprise, parce qu'effectivement, en renvoyant tout sur l'entreprise, sans filet de sécurité, sans plancher lié à la branche le plus élevé possible, eh ben on négocie dans des conditions totalement exécrables. Et comme ça a été très bien dit à l'instant, selon une logique de dumping, c'est-à-dire que chaque entreprise opposée l'une à l'autre, cherchant systématiquement le moins-disant social, le moins-disant salarial, pour être le plus compétitif possible. Olivier Faure, je vous donne la parole dans 30 secondes, mais d'abord j'aimerais qu'on repasse au standard. Nicolas nous appelle de Haute-Savoie. Bonsoir, soyez le bienvenu. Oui, bonsoir. En fait, je voudrais pas qu'on résume trop ou qu'on réduise trop le débat, en fait, à un débat syndicat contre un pouvoir un peu aux abois. Je pense que dans la rue, et je pense que la contestation, elle s'étend aussi à d'autres personnes que des gens syndiqués. Je pense qu'il y a un mécontentement beaucoup plus vaste. Alors on peut avoir des débats techniques sur la loi travail spécifiquement, mais je pense que les gens expriment aussi autre chose. Et je pense aussi qu'on a un gros besoin de parler de démocratie, parce qu'on voit bien que la démocratie, là, est vraiment en danger avec ce gouvernement qui n'écoute pas effectivement les gens, et puis des violences qui se font, une violence d'État qui s'impose. On voit bien qu'il y a un énorme problème de démocratie. Donc, je crois que quand la démocratie est en danger, il faut écouter le peuple. Écouter le peuple, c'est peut-être poser un référendum qui permettrait de savoir où on en est, puisqu'on parle effectivement d'un conflit qui est soutenu par les gens, mais un peu du bout des lèvres. Moi, j'ai le sentiment quand même qu'il y a des gens qui jouent aussi un peu contre le gouvernement, mais qui sont quand même plutôt favorables à une loi qui serait beaucoup plus dure, beaucoup plus libérale. Voilà, donc je pense que la démocratie, le recours au référendum réglerait un peu toutes ces questions techniques. Voilà. Merci Nicolas. Alors 2 éléments, Olivier Faure, dans l'analyse et le commentaire de Nicolas. 1, le mécontentement dépasserait la seule loi travail. Et 2, pour revenir à la loi travail, il y a un moment donné, il faut interroger le peuple, on fait un référendum. Premier point, le mécontentement dépasse cette loi travail ? Écoutez, il y a certainement des conflits qui aujourd'hui n'ont strictement rien à voir les uns avec les autres, qui effectivement nourrissent cette conflictualité. Il suffit pour s'en convaincre de voir qu'aujourd'hui, on a à la fois dans le domaine aérien, dans le domaine ferroviaire, dans le domaine des intermittents, des gens qui manifestent sur des raisons différentes et sur des sujets différents. Et donc, il ne faut pas forcément mélanger. Pour venir à la deuxième question, moi, je ne suis pas un adepte forcené du référendum pour répondre à des questions de cet ordre qui sont des questions complexes. Si demain, par référendum, on faisait approuver ou désapprouver ce texte, on ferait la même chose que ce qui s'est passé à l'Assemblée, c'est-à-dire qu'il y aurait des gens qui exprimeraient un refus concomitant, mais pour des raisons opposées. Et donc, on serait dans un pays qui serait éternellement bloqué, alors même, et nous rendrions un fier service à une droite qui n'attend que ça pour revenir aux affaires et qui, en réalité, ne rêve pas de la loi El Khomri, mais d'une totale dérégulation du marché du travail et qui l'imposerait en expliquant qu'en réalité, nous avons échoué à faire évoluer un code du travail qui, malgré tout, mérite d'être toiletté. Mais je voudrais revenir d'un mot sur la question de la hiérarchie des normes, malgré tout, parce que c'est le cœur du sujet. En fait, il y a une discussion qui est en partie théorique. Et moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit Pascal Pavageau sur la façon dont ça devrait fonctionner. Mais je vous donne un exemple concret pour nous faire comprendre. Vous êtes dans une entreprise, moi j'étais salarié du privé autrefois, et donc... Quand j'étais dans une entreprise où la moyenne d'âge était de 32 ans. Donc l'entreprise très jeune, une grosse PME, 200 salariés. Quand la question s'est posée de savoir comment est-ce qu'on fait pour faire garder les enfants, parce que c'était une boîte où tout le monde avait des enfants en bas âge. Donc la question aurait pu se poser de signer un accord qui permettait à la fois de prendre en charge donc la garde des enfants pendant la journée et en même temps
la direction de l'entreprise aurait pu dire « Ok, mais la condition, c'est qu'on baisse la rémunération des heures supplémentaires ». Qui peut définir si cet accord est un accord plus favorable ou moins favorable que ce que dit la branche ? En réalité, la question de le régler aujourd'hui, ça se règle devant la justice. Et donc, on assiste à une forme de judiciarisation de la vie sociale qui est en réalité une entrave à cette possibilité de négocier, alors qu'il y a des gens qui savent négocier, entreprise par entreprise. Et je le répète, il s'agit d'accords majoritaires, non plus des accords minoritaires qui pouvaient être soupçonnés d'être les accords négociés avec le syndicat patronal. Mais là, à la botte du patron plutôt. Mais en tout cas, là, avec des accords majoritaires, on peut quand même faire confiance aussi à ceux qui nous représentent dans les entreprises pour faire des accords qui soient des accords mieux disants et non pas moins disants. Moi, je comprends assez mal ceux qui se méfient de leurs propres organisations, de leur propre capacité à négocier. Pascal Pavageau. Non, mais l'objectif de la négociation d'entreprise, c'est d'être toujours mieux disant que ce que le cadre national de la branche professionnelle ou de la loi a permis déjà d'obtenir. Vous êtes relativement d'accord alors. Non, mais donc ça veut dire qu'il ne faut surtout pas changer le cadre aujourd'hui de ce qu'on appelle effectivement la hiérarchie des normes, le principe de faveur, en tous les cas, le cadre du dialogue social tel qu'il a été construit en France et notamment depuis 1945, toujours avec cette logique d'un maximum d'égalité de droits et d'augmenter, je répète, le minimum de droits pour les salariés de chacune des entreprises le plus élevé possible. Philosophiquement, effectivement, cette loi, c'est ce fameux article 2 qui fait grosso modo 60 pages, qui développe énormément. C'est évidemment le cœur, la colonne vertébrale de la loi. C'est la philosophie de la loi de tout renvoyer sur l'entreprise. Encore une fois, ce serait contradictoire en matière de développement, de négociation d'entreprise que de tout renvoyer sur l'entreprise. D'une part, le dumping dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire chaque entreprise cherchant à s'aligner par le bas, ce qu'elles ne peuvent pas faire aujourd'hui parce que la branche les en empêche, c'est-à-dire qu'on est même plutôt dans une, entre guillemets, compétition de négociation par le haut. Là, en supprimant les planchers liés à la branche, on entraînerait tout le monde vers le bas. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point sur un plan économique, c'est que le rôle de la branche aujourd'hui, c'est une logique de régulateur, même économique, entre le grand donneur d'ordre et les sous-traitants, entre les entreprises prises les unes par rapport aux autres. Donc véritablement, en matière de retrait, et c'est absolument essentiel, c'est vrai que ce retrait sur l'article 2, nous, on l'appelle fortement. Il y a d'autres éléments dans la loi qui sont problématiques, sur la médecine du travail, le référendum, on pourrait en développer, mais en l'occurrence, la philosophie générale de tout renvoyer sur l'entreprise, c'est-à-dire donc de casser la hiérarchie des normes actuelles, serait véritablement suicidaire pour notre droit collectif et pour renvoyer tout sur de l'individualisation et de l'inégalité de droit. Pascal Pavageau, on a bien compris ce point de vue qui est le vôtre, qui est celui de la CGT. Mais avant de repasser aussi, oui, pardon. Mais d'abord de FO, en ce qui me concerne, et la CGT. La CGT. Avant de repasser au standard, une question courte et une réponse courte, s'il vous plaît. Imaginons que cet article 2 soit réécrit. Est-ce que c'est suffisant pour arrêter le mouvement ? Mais la semaine dernière, le débat a eu lieu, vous n'êtes pas vous en souvenez sans doute, avec peut-être une logique à un moment donné dont il a été question, de potentiel renvoi de la négociation. Alors, après, le cadre est ouvert, mais c'est au gouvernement de prendre la main. Aujourd'hui, celui qui est complètement rigide, c'est le gouvernement. Le fait de refuser la concertation ouverte, où on prend le temps, on gèle les débats, y compris parlementaires, et on ouvre soit de la concertation, soit aux interlocuteurs sociaux, pour avoir une négociation globale, bien sûr sur l'article 2, mais même potentiellement aussi sur d'autres éléments. Encore une fois, pour ce qui nous concerne à Force ouvrière, nous n'avons jamais rompu le dialogue avec qui que ce soit. Nous avons au contraire essayé de parler avec le gouvernement le plus en amont possible du dépôt de la loi. Malheureusement, lorsque je rappelle que la loi a été déposée en février, nous y avons découvert un certain nombre d'éléments dont nous n'avions jamais été destinataires en matière de discussion. Je vais reposer ma question différemment dans quelques secondes, mais d'abord Gilbert qui nous appelle de Blois. Bonsoir Gilbert, soyez le bienvenu. Bonsoir. Si j'ai bonne mémoire, à l'âge que j'ai, une soixantaine d'années, le licenciement administratif avait été échangé, donc avait été supprimé pour permettre au fonctionnement économique de mieux pourvoir à l'employabilité des gens. On peut constater que quelques 20 ans après, il n'en a rien été et que le nombre de chômeurs a été multiplié par un nombre considérable.
Donc je pense que toutes les provisions de ce type qui tirent tous les fonctionnements vers le bas, il faut s'en méfier comme la peste, comme celles qui sont trop optimistes de dire que l'Europe économique allait faire l'Europe sociale. Il n'était pas besoin d'être grand clair pour s'apercevoir que ça allait être totalement l'inverse. Donc en fait, les protections sociales sont à tirer vers le haut et non pas tirer vers le bas, parce qu'on finira tous au fond du trou si on continue comme ça. C'est pas très optimiste. Merci Gilbert. On va vous répondre dans un instant, mais on reste au standard. Martine nous appelle de Fresnes. Bonsoir. Bonsoir. On vous écoute, Martine. Alors, ma question va être très courte. Pourquoi la loi travail, puisqu'il n'y a plus de travail ? Effectivement, c'est extrêmement court. Merci Martine. Court et tout de même un peu extrémiste, si vous me permettez l'emploi de ce terme. D'abord sur Gilbert. On avait accordé, dit-il, des facilités de licenciement et depuis, le nombre de chômeurs n'a cessé d'augmenter. Olivier Faure. Gilbert a tellement raison que le groupe socialiste lui-même s'est opposé à un article sur le licenciement économique qui n'existe plus. Donc c'est l'un des symptômes de ce conflit, c'est qu'en réalité, une partie de ceux qui sont en désaccord avec la loi sont encore en désaccord avec la version 1, alors que nous sommes dans la version 4 et que ce texte a été très profondément amendé. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on se focalise sur l'article 2, parce que sur les autres sujets, barème prud'homal, licenciement économique, droits unilatéraux de l'employeur, etc., tout ça a beaucoup avancé et en réalité... Ça coince encore, même si ça a avancé. Bien sûr, non mais je dis pas que ça s'est arrêté, il suffit de voir le débat d'aujourd'hui, mais simplement ce que je dis c'est que ça se focalise sur l'article 2 parce que sur les articles qui faisaient jusqu'ici débat, les socialistes eux-mêmes étaient très divisés sur cette question-là et nous avons obtenu du gouvernement le retrait d'un certain nombre de points. Et donc ce que je veux simplement signifier, c'est qu'il y a encore des gens qui aujourd'hui contestent la loi travail sur la base de la version 1 alors que nous en sommes dans la version 4, ce qui crée parfois quelques quiproquos. Mais je comprends que tout le monde ne puisse pas suivre au jour le jour un débat parlementaire. Vous reconnaissez que c'est un peu complexe. Oui, Pascal Pavageau n'a pas l'air d'accord du tout. Non, c'est pas ça. Ce que je voulais dire, c'est que je pense que la question de Gilbert est plus large que la loi travail et que la définition du licenciement économique. C'était plus sur le principe, la philosophie. Je pense que c'était plus le fait de dire, j'espère que je reformule correctement son idée, mais le fait de dire qu'en fait, depuis un certain nombre d'années, on a des lois successives plutôt libérales qui ont réduit le champ du contrôle, soit a priori, soit a posteriori administratif, ont flexibilisé le droit. Et là, en l'occurrence, on peut penser aussi plus récemment à la loi Macron ou à d'autres lois antérieures, et que non seulement ça n'a pas réglé le problème de l'emploi, ça fait le lien avec la deuxième question, mais au contraire, ça a augmenté le niveau de chômage. Le vieux débat ou le vieux théorème du patronat qui était de dire les licenciements d'aujourd'hui seront les emplois de demain, les licenciements on les voit tous les jours, les emplois on les attend toujours, comme le PINS à 1 million d'emplois de Pierre Gattaz. Donc la flexibilité, mais c'est un autre sujet, c'est-à-dire que la loi travail en tant que telle, de notre point de vue, elle contient un certain nombre d'éléments de flexibilité, mais honnêtement, ce n'est pas ce qui la résume. Ce qui la résume vraiment, c'est la philosophie dont nous parlons depuis tout à l'heure, à savoir le changement finalement de prisme, de modèle du dialogue social en France, et donc de notre point de vue de risque de rupture de l'égalité de droit et de tout renvoyer sur l'individualisation. Ça résume d'autant moins la loi qu'en fait on se focalise sur ce qui fait débat entre nous, et c'est normal, mais en même temps on ne parle plus du tout de ce qui était aussi le cœur de la loi, c'est-à-dire les nouveaux droits pour les salariés, parce qu'ils sont nombreux dans ce texte. À la fois le compte personnel d'activité, qui est une revendication syndicale depuis des décennies, qui permet de la formation tout au long de la vie. C'est le droit aussi au congé dès l'embauche. C'est la possibilité d'avoir une protection plus longue pour les femmes qui reviennent de congé maternité. C'est la possibilité d'avoir des droits aussi à congé pour ceux qui perdent un proche. C'est la garantie jeune. Ce sont tous ces droits nouveaux qui sont aussi contenus dans la loi travail. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles la revendication du retrait est absurde, parce qu'elle priverait les salariés de droits nouveaux qui ont été créés par cette loi. Mais Olivier Faure, la question de Martine, il y a énormément de questions au standard et sur Internet, franceinter.fr, qui vont exactement dans le même sens. À quoi bon, nous disait Martine, cette loi travail, puisque de toute façon, ça ne va pas créer d'emploi. Mais d'abord, j'espère que ça en créera, même si c'est pas une baguette magique qui est entrée dans le domaine public et qui va permettre de créer par un effet effectivement magique des milliers d'emplois. C'est pas le cas, mais c'est en même temps un texte qui sert à moderniser le code du travail,
tout en continuant à protéger les salariés. C'est ça l'objectif. Et en même temps, de fluidifier le dialogue social. La vraie philosophie de ce texte, c'est de fluidifier le dialogue social. Pourquoi ? Parce que nous considérons que dans un pays qui, malheureusement, jusqu'ici était un pays plutôt jacobin, plutôt a toujours passé par la loi, nous pensons que la négociation avec des acteurs sociaux qui sont responsables est la meilleure façon d'optimiser les conditions entreprise par entreprise ou branche par branche ou voilà, parce que c'est la meilleure façon de faire en sorte que on s'adapte aux réalités d'aujourd'hui. Et donc la négociation, ce n'est pas un gros mot, c'est même la meilleure façon d'avancer. Et c'est ce que nous voulons faire avec cette loi. Et c'est une loi qui renforce, on pourrait y revenir, y compris sur le mandatement, la possibilité désormais de mandater les salariés dans les entreprises pour conclure des accords d'entreprise justement et permettre aux syndicats de rentrer dans des entreprises petites et moyennes, ce qui n'a jamais été le cas jusqu'ici, ou très faiblement. Et c'est ce qui fait d'ailleurs hurler M. Gattaz à longueur de journée. Je garde la formule, votre formule, Olivier Faure, la négociation n'est pas un gros mot. France Inter, le 18-20. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Telson. Et jusqu'à 20h, on parle donc de cette loi travail et du blocage, des blocages avec Olivier Faure, député PS de Seine-et-Marne et Pascal Pavageau, numéro 2 de Force ouvrière. Georges nous appelle du Pas-de-Calais. Bonsoir, soyez bienvenus. Bonsoir à tous. Voilà, donc moi je voudrais d'abord juste dire que le mot jacobin, à mon avis, pour un socialiste, ne devrait pas être une insulte. Relisez Jaurès, monsieur le député, mais c'était pas là-dessus que je voulais vous interpeller. C'était par rapport au fait que il me semble que nous avons affaire à un théâtre d'ombre. C'est-à-dire que les syndicalistes, et je les en félicite, se battent contre l'article 2 de cette loi très négative, mais derrière, il y a les circulaires européennes. Actuellement, en Belgique, on a une loi du même genre qui va mettre le pays en grève générale aussi ces jours-ci. C'est une loi travail à la belge. On a eu le Job Act en Italie, toujours en anglais d'ailleurs, parce que l'Union européenne ne sait plus faire autrement que de Pierre Moscovici s'adresse en anglais à son ami français Michel Sapin. Enfin, c'est lamentable. Et on a donc des lois européennes de dérégulation générale du marché du travail. Donc je m'adresse spécialement aux syndicalistes de FO. Ne faut-il pas non seulement se dresser contre ce gouvernement, mais se dresser contre ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire une entreprise européenne de dérégulation complète des droits des travailleurs. Écoutez, merci de cette question, Georges. Énormément de questions sur le rôle de Bruxelles. Pascal Pavageau, est-ce qu'on sort du contexte franco-français ou effectivement il faut voir comme ça un alignement sur une politique ultra-libérale à l'échelle européenne ? La tendance à la fois à la flexibilité, on pourrait dire loi Macron en France ensuite, ou à effectivement tout renvoyer le lieu de négociation sur l'entreprise, est effectivement une tendance qui vient notamment de l'Europe et qui est très forte. L'intervenant précédent rappelait par exemple le cas de la Belgique, on a d'autres cas en Espagne, en Suède, etc., où cette logique-là de tout renvoyer sur l'entreprise a d'ailleurs conduit, je répète, à moins protéger les salariés, c'est-à-dire à réduire le champ de salariés qui avaient des droits collectifs par une convention collective ou par un statut. Donc effectivement, c'est une régression en matière de droits et je répète à nouveau, parce que c'est fondamental en matière de réalité, ça réduit le champ de la négociation dans l'entreprise. Donc effectivement, la négociation n'est pas un gros mot. Au contraire, la négociation doit être favorisée partout où cela est possible. Et c'est pour ça, à chaque fois, qu'en égalité de droit, il faut toujours chercher à ce que le cadre national ou de la branche soit le plus élevé possible. Je voudrais juste faire le parallèle sur cette rupture d'égalité de droit entre cette logique de tout renvoyer sur l'entreprise, mais également la réforme territoriale qui renvoie petit à petit des logiques de politique publique sur chacune des régions différentes et non plus sur l'État et donc sur la République. Attention à ce que, à force de mettre des strates où on renvoie sur le soi-disant terrain, soi-disant au plus proche du citoyen ou au plus proche des salariés, on aboutisse à une logique, encore une fois, de dumping, parce qu'il y aura du dumping entre chacune des régions elles-mêmes, comme il y aura du dumping entre chacune des entreprises, en ayant réduit le cadre national. Et derrière ça, il y a l'égalité de droit, et derrière l'égalité de droit, il y a la garantie de la République. Donc attention à ce genre de lois qui sont effectivement issues à chaque fois d'une injonction de Bruxelles. On repart au standard. Frédéric, soyez le bienvenu. Bonsoir, vous nous appelez de Pau, je crois. Non. Oui, bonsoir. Merci bonsoir. beaucoup de prendre ma question et puis je vous félicite pour la qualité de votre émission.
Merci. Vous êtes bien Frédéric, en revanche. Je suis bien Frédéric. Parfait. Pas de faux, mais c'est pas grave. On vous écoute. Ma question est la suivante. Donc, pourquoi le gouvernement ne met-il pas en place une expérimentation de la loi travail sur un périmètre limité, plutôt que de vouloir son application immédiate à l'ensemble du territoire? Et je précise que ça fait partie des recommandations de Thomas Piketty, de faire des expérimentations pour ensuite passer à une généralisation. Merci. Merci de cette question. Frédéric, vous nous appeliez d'où précisément ? De Mâcon. Voilà, alors Frédéric de Mâcon, Olivier Faure, tester in situ à petite ou moyenne échelle cette loi travail. Possible ? Envisageable ? On peut toujours expérimenter, mais enfin, on est quand même dans un pays où dès qu'on touche à un cheveu, c'est impossible et il faut y mettre les formes, les gants et y passer des années. Moi, je crois que on est dans un débat qui est à la fois un débat important et en même temps qu'il ne faut pas surestimer ni survaloriser. En réalité, les normes, c'est-à-dire la loi, elle continuera à s'appliquer à tous. Les branches, elles continueront à fabriquer de la norme, elles aussi. Ce qui est simplement proposé dans cette loi, c'est qu'un accord d'entreprise puisse déroger sur certains points, 2 points seulement, l'organisation et le temps de travail, éventuellement à un accord de branche. Parce que la branche, comme ça a été rappelé à maintes reprises, elle est nationale et qu'elle légifère, si vous voulez, elle régule sur l'ensemble d'un métier et que vous pouvez avoir des situations très différentes entre la PME, la TPE et la grande entreprise d'un même secteur. Quel rapport entre une entreprise qui va être une multinationale et puis une PME dans le même secteur ? Il y a énormément souvent, de questions spécifiquement sur les PME. Oui, mais souvent aucun. Et donc, la difficulté, c'est que quand on négocie de la même façon pour la PME et pour le grand groupe, on aboutit à des absurdités. Et donc, ce que nous voulons éviter, c'est d'arriver à ces absurdités et de considérer que dans une PME, on peut aussi négocier intelligemment. Et ce que nous voulons proposer à travers cette loi, c'est justement le principe pour recours à l'accord majoritaire. Et je le répète parce que ça ne rentre pas où que ce soit, mais le principe de faveur, aujourd'hui, il vient protéger contre des accords qui sont des accords minoritaires. Il suffit de 30% aujourd'hui des acteurs syndicaux pour pouvoir signer un accord. Autrefois, il suffisait d'avoir un syndicat représentatif pour pouvoir signer. Ça n'est pas le cas dans cette loi-là, il fera 50%. Et moi, je fais confiance aux syndicats. Quand on est un syndicaliste conséquent, d'abord, on ne négocie pas des accords régressifs. Et ensuite, quand on est même un syndicaliste qui n'est pas forcément conséquent, mais en même temps qui a au moins le souci de préserver son organisation pour les élections futures, on fait en sorte de ne pas négocier n'importe quoi. Et donc, moi, je crois que cette volonté de toujours tout unifier au sommet est une illusion parce qu'elle ne protège pas. Au contraire, elle crée des situations impossibles pour les PME, par exemple. Alors, on reste dans les PME, Caroline, mais énormément d'auditeurs nous posent la même question. Qu'en est-il de ces fameux accords d'entreprise spécifiquement dans les PME, Pascal Pavageau ? Non, mais les accords d'entreprise, qu'ils soient dans les PME ou dans des... Non, mais la logique entre le grand groupe et effectivement la TPE ou la PME. Encore une fois, la meilleure négociation pour une PME, pour les représentants syndicaux dans la PME, c'est d'avoir un cadre national le plus élevé possible qui évite justement la pression du donneur d'ordre et du grand groupe sur l'ensemble de ces PME, les poussant à réduire au maximum un certain nombre d'éléments. Je voulais terminer sur le fait que néanmoins, pour ce qui est de Force ouvrière, nos représentants, ceux qui négocient dans les entreprises sont des gens parfaitement responsables sur la base d'un mandat qui est celui de leur syndicat et donc des salariés de leur entreprise. Sauf qu'il ne faut jamais oublier, c'est où qu'on soit, lorsqu'on négocie uniquement dans l'entreprise et qu'on n'a pas le cadre national, on négocie avec son employeur et qu'on le veuille ou non, c'est le lieu où on est le plus fragile en termes de négociation parce qu'on négocie avec celui qui nous a signé notre contrat de travail et pour lequel on a un lien de subordination. Si on veut à la fois la souplesse qui permet de s'organiser mieux au niveau local et en même temps éviter les dérives. Mais le système actuel permet tout ça. Pourquoi avez-vous refusé le compromis proposé par le rapporteur Christophe Sirugue qui proposait un contrôle a priori d'un comité paritaire qui permettait justement d'avoir ce contrôle et en même temps d'avoir des accords qui soient... Parce que pourquoi faire compliqué quand on a aujourd'hui quelque chose de simple ? Parce qu'aujourd'hui, ça passe par la justice. Et vous savez très bien que c'est un frein. C'est un frein. Mais laissez-vous parler, parce que sinon on va avoir du mal à comprendre. Le comité paritaire de branche, il a un mérite, c'est qu'il permet d'avoir une gestion opérationnelle de ces accords. En revanche, la situation actuelle, c'est que quand vous avez
avez des syndicats ou des salariés, etc., qui ne sont pas d'accord avec un accord qu'ils considèrent comme étant un accord qui est d'un accord moins-disant par rapport à la branche, ça passe par la justice. Et donc, c'est un frein aux accords parce que ça veut dire que ça pèse pendant de longues années sur l'entreprise et ça ne permet pas cette adaptabilité qui est souvent une adaptabilité qui est voulue à la fois par les salariés et par l'employeur. Je parle encore une fois des PME, des TPE qui sont souvent à la recherche de souplesse qu'elles ne peuvent pas obtenir parce qu'elles sont en contradiction avec les accords de branche qui ne sont pas négociés pour elles. Excusez-moi, je vous interromps tous les deux parce que j'aimerais vraiment reposer la question initiale à vous, Olivier Faure, et à vous, Pascal Pavageau. Imaginons que demain, il soit possible de se mettre autour de la table et de se dire on réécrit l'article 2. Vous, Olivier Faure, qui êtes plutôt sur la ligne gouvernementale, vous représentez FO, mais vous êtes à peu près d'accord avec la CGT là-dessus. Est-ce qu'on peut se mettre autour de la table et du coup arrêter ce mouvement ou pas? Pascal Pavageau. Non, mais la question d'autour de la table, on le demande depuis le début. Donc là-dessus, encore une fois, donc si le gouvernement vous dit, OK, on va réouvrir ou ouvrir les discussions autour de cet article 2, on a toujours répondu favorablement à cette demande. Et ça peut être un préalable. On est même en amont de la loi. On était même demandeur de beaucoup plus de discussions et de concertations, justement pour que un certain nombre de principes, dont celui de l'article 2, ne sortent pas. Et alors, si on vous dit, je repose la question, est-ce un préalable? On commence à discuter, vous arrêtez le mouvement, vous faites quoi? D'abord, encore une fois, c'est pas les confédérations qui appuient sur un bouton et qui demandent à ce que le mouvement s'arrête. Je rappelle que c'est les salariés qui, avec leurs syndicats, décident en assemblée générale d'aller dans le mouvement. Et évidemment qu'à partir du moment où vous avez une concertation qui s'engage ou une négociation, parce que ça peut être aussi un autre moyen pour le gouvernement de laisser les interlocuteurs sociaux négocier. Quand on négocie, par principe, effectivement, on appelle à ce que le mouvement, pour l'instant, cesse dans la mesure où on est dans la concertation, dans la discussion et dans la négociation, ou dans la négociation. D'accord, c'est clair, Olivier Faure. Bon, alors il y a une part de fiction parce que le dialogue s'est jamais interrompu. En fait, c'est pas l'impression que ça donne à une majorité de Français. Mais il n'empêche que le dialogue, y compris avec les parlementaires, il a lieu, j'allais dire, quotidiennement. Et même le débat parlementaire ne s'est jamais lui-même interrompu. Il y a eu un 49.3 sur la première lecture à l'Assemblée. Il y a maintenant une première lecture qui va débuter au Sénat. Et dans ce cadre-là, en réalité, le syndicat devrait s'adresser aussi à la majorité sénatoriale, qui est de droite, pour voir avec elle ce qu'elle est prête à envisager. Et là, on verra aussi ce qu'est la droite par rapport à ce que peut proposer la gauche. Et puis ensuite, le débat reviendra à l'Assemblée, et moi je souhaite que nous puissions discuter, négocier, et que nous puissions avancer, mais encore faut-il ne pas mettre le pays en situation de blocage, parce que l'intimidation, ça n'est pas une façon de dialoguer. La négociation n'est pas un gros mot, je garde aussi cette formule. Merci beaucoup à tous les deux. Olivier Faure, député socialiste de Seine-et-Marne et vice-président du groupe PS à l'Assemblée. Pascal Pavageau, numéro 2 de Force ouvrière, secrétaire confédéral chargé de l'économie. Merci à tous les deux et bon dialogue.